Si Félix Tshisekedi pensait trouver en Kagame un ami, je pense qu'avec les derniers événements, il se rend compte qu'il a en face de lui quelqu'un qui attend de lui une seule chose, c'est la soumission, qu'il baisse sa tête pour que le maître parle. S'il ne comprend pas ça, ce sera malheureux pour lui. Que le Rwanda affirme haut et fort qu'il va aller en RDC chercher les FDLR sans l'autorisation des Congolais, ce n'est pas seulement un propos peu courtois sur le plan diplomatique, c'est une insulte à la RDC et à sa population. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Bonsoir, chers auditeurs de la Voix des Grands Lacs. Vous avez de nouveau notre ami Patrick Mbeko avec nous dans les studios pour nous parler de la situation dans l'Afrique des Grands Lacs. Patrick Mbeko, bonsoir. Bonsoir Jean-Marie. Eh bien, ce soir, on va parler d'une décision de la Cour internationale de justice. Et comme nous le savons tous, la Cour, la CIG, donc, a ordonné à l'Ouganda de verser à la République démocratique du Congo 325 millions de dollars de réparation suite à la guerre menée sur le territoire congolais à la fin des années 1990. Une somme, tout le monde le sait aussi, largement inférieure à celle que réclamait Kinshasa et que la Cour avait pourtant jugée appropriée il y a plus d'une décennie. J'aimerais que vous nous fassiez un décryptage de cette décision de la Cour, sachant effectivement qu'elle intervient d'abord, la décision intervient au moment où l'Ouganda et la RDC sont en très bonne relation, font même des opérations militaires communes, conjointes, contre le même ennemi, les ADF, ou l'armée des forces démocratiques autoproclamée ainsi, d'origine ougandaise. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision, Patrick Mbeko? Je pense que la décision, elle a le mérite d'exister dans la mesure où on a la Cour internationale de justice, donc la juridiction la plus importante des Nations Unies, qui reconnaît la réalité des massacres qui ont été commis en RDC par des pays impliqués dans ce que Condoleezza Rice avait appelé en son temps la Première Guerre mondiale africaine, donc la Deuxième Guerre du Congo, au cours de laquelle près de 8 pays africains étaient impliqués. On sait que le Rwanda et l'Ouganda faisaient partie des pays agresseurs contre la RDC et ses alliés, donc la Namibie, l'Angola, le Zimbabwe et les autres pays. Et donc là, en 1999, la RDC avait porté plainte déposé une plainte en tout cas contre le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, qui faisaient partie des pays agresseurs aussi, faut-il le dire. Et étant donné que le Rwanda et le Burundi ne reconnaissaient pas à l'époque, je crois que c'est encore le cas, la compétence de la Cour internationale de justice, seul l'Ouganda était resté dans le jeu judiciaire. Bon, il faut dire aussi que c'est le Congo qui avait retiré sa plainte contre les deux pays, donc l'Ouganda et le Rwanda. Et en 2005, il y a eu un jugement. Et dans le jugement de 2005, la Cour reconnaissait qu'il y avait eu une politique de déstabilisation, d'occupation et de prédation en RDC. Et c'est au cours à l'époque, le Congo avait décidé de demander entre 6 et 10 milliards de dollars, c'est que la Cour avait jugé approprié au regard des destructions qui ont été quand même occasionnées à la suite de cette guerre-là, d'occupation ougando-rwando-burundaise. Et la Cour avait quand même demandé à la RDC et à l'Ouganda de trouver un accord autour
ce qu'on pourra appeler des réparations. Donc, l'Ouganda n'a jamais reconnu les 10 milliards et donc ils sont revenus devant la Cour internationale de justice, je crois en 2014-2015, et nous avons la décision que nous avons eue récemment. Maintenant, comme vous l'avez dit, le montant est tellement inférieur qu'on peut se poser des questions. La Cour dit par exemple que, s'agissant justement de la politique prédatrice de l'Ouganda, la Cour dit que l'exploitation de ressources naturelles a fait près de 40 millions de dommages à la RDC quand on sait que l'or, le diamant, le bois, tout ce qui a été pillé et exporté faisait des millions, voire des milliards de dollars quand on voit aussi la durée de la guerre. Donc, on est très surpris quand même par cette décision. En tout cas, non pas par la décision, mais par le montant des réparations qui a été accordé à la RDC. Alors, dans le même article, dans le même arrêté, on parle aussi, ou plutôt arrêt, on parle aussi de crimes de sang contre les populations congolaises. Beaucoup ignoraient que l'Ouganda aussi avait assassiné ou massacré des populations. Oui, la Cour reconnaît, en tout cas, la Cour reconnaît, comme en 2005, la réalité des massacres, la réalité de l'occupation territoriale, parce que ça, c'est très important de le dire, mais aussi la réalité de la politique prédatrice de l'Ouganda dans les provinces congolaises qu'il occupait. Tout ça, la Cour reconnaît clairement. Et l'Ouganda, quelle a été sa réaction après cet arrêt L'Ouganda a décidé de ne pas. L'Ouganda est toujours contre ce montant-là, ce qui surprend au regard des conséquences de sa politique en RDC, mais ça peut se comprendre aussi. C'est que l'Ouganda est dans son rôle. Payer, vous savez, quand vous payez une contravention, vous reconnaissez votre responsabilité. Bon, bien que la Cour ait déterminé qu'il y avait tous ces actes-là, l'Ouganda refuse quand même de payer, partant du principe que les faits que lui sont reprochés ont quand même été exagérés. Donc, je pense que les autorités ougandaises sont dans leur rôle d'une certaine manière. Il me semble, si j'ai bien compris, d'avoir suivi une information sur une radio africaine, hein, où le ministre ougandais disait, voilà, c'est vrai que nous n'acceptons pas cette condamnation, hein, le montant est trop élevé, on considère que nous avons assassiné des populations congolaises alors qu'il n'en est rien, mais c'est un pays ami, nous allons résoudre la question par des négociations bilatérales. Donc, ça a rejeté le principe de l'indemnisation, de la réparation. Ils disent quand même qu'ils vont approcher les Congolais qui sont leurs nouveaux amis, qui travaillent ensemble pour essayer de régler la situation. C'est vrai que, vous l'avez dit aussi au début de notre entretien, ce qui est important aussi, c'est le fait même que la Cour reconnaisse le rôle de ces pays prédateurs, qui étaient des puissances ennemies à l'époque, qui n'étaient pas invités, au contraire de l'Angola, au contraire du Zimbabwe et des autres. Ça, c'est déjà un pas. L'Ouganda, ce n'est pas le Rwanda par rapport au rapport mapping, mais le Rwanda, plutôt l'Ouganda, a des responsabilités aussi. Est-ce que vous pensez que cela va avoir des implications sur les projets communs, notamment aussi l'opération conjointe contre les ADF, la construction d'infrastructures routières entre l'Ouganda et la RDC? Pensez-vous que les deux pays vont privilégier plutôt les intérêts communs au lieu de trop regarder vers le passé? Ben, je pense déjà que si on regarde ce qui s'est passé devant la Cour internationale de justice, on peut déduire qu'il y a déjà, c'est comme si le pouvoir actuel à Kinshasa a fait le choix d'aller de l'avant, de ne pas regarder le passé, de ne pas regarder le rétroviseur de l'histoire. Vous savez la raison pour laquelle, puisqu'on a dit tantôt que l'Ouganda, le montant, la somme de 325 millions est insignifiante d'une certaine manière au regard des destructions occasionnées par l'Ouganda au Congo. Mais il faut se poser la question de savoir aussi pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à ces 325 millions. Quand vous lisez l'arrêt, vous vous rendez compte quand même que le Congo n'a pas apporté la preuve de ses affirmations devant la Cour internationale de justice. Et donc, l'impression que l'on a, c'est qu'on a assisté à une sorte de parodie devant la Cour internationale, une parodie dans laquelle chacun jouait son rôle. C'est-à-dire qu'on se retrouvait là pour faire des réclamations
tout en posant des actes qui allaient à l'encontre des intérêts du Congo. En tout cas, c'est ce qu'on retient de la posture des autorités congolaises. Et quand on voit que le débat judiciaire devant la Cour se poursuivait au moment même où le Congo signait des contrats avec l'Ouganda, se rapprochait de l'Ouganda, on peut se poser des questions, en fait, sur la parodie de justice que je viens de... Là, en tout cas, pas la parodie de justice, mais cette parodie qu'on nous a montrée là, devant la Cour internationale de justice et qui a culminé à ce montant insignifiant de 325 millions de dollars qu'on a imposé à l'Ouganda. Donc, je ne pense pas que les projets, les autorités congolaises et ougandaises vont mettre fin à ce projet. Mais ce qui est encore plus terrible dans cette histoire, c'est ce qu'on ne relève pas, c'est ce que j'ai relevé dans mon article sur Sputnik, c'est que l'Ouganda et la RDC sont en train de mener des opérations conjointes aujourd'hui à l'est de la RDC en Ituri pour prétendument traquer les ADF. Mais je dois rappeler que c'est cet argument-là que l'Ouganda a utilisé devant la Cour internationale de justice pour justifier l'occupation, les massacres et la prédation dans la même province. À l'époque, c'était une partie de la province orientale. C'est ce qu'on oublie. C'est-à-dire que c'est vraiment l'histoire qui se répète, mais de manière tragico-comique. On a des gens qui sont intervenus dans une province du Congo, qui ont tué, qui ont pillé, qui ont occupé le territoire au nom de la défense, au nom de la préservation de la sécurité de l'Ouganda et de la traque des groupes hostiles. Et aujourd'hui, le Congo se retrouve avec les mêmes forces, donc en tout cas la même force militaire, l'armée ougandaise, pendant qu'au niveau de la Cour internationale de justice, on voulait trancher sur l'implication de cette même force-là dans le même pays, sur le même territoire, il y a de cela quelques années, il y a 2 décennies. Donc, quand vous voyez tout ça, vous comprenez qu'il n'y aura pas de changement dans la posture de Félix Tshisekedi, qui a fait le choix de regarder en tout cas regarder en avant, en ne prenant pas en considération les intérêts du Congo, mais surtout les intérêts des populations martyrisées de ces contrées-là, de ces provinces, parce que c'est ça qui est terrible. Donc, ces gens-là regardent les Congolais, les autorités congolaises fricoter avec un pays dont l'armée a massacré les leurs. C'est ça qui est tragique dans cette affaire. Patrick Meko, je vais jouer à l'avocat du diable. Parce que c'est vrai que l'Ouganda a participé à la guerre du Congo, c'est vrai aussi que la participation de ce pays à cette guerre a provoqué des morts, des milliers de morts, des centaines de milliers ou des millions, je ne sais pas. C'est vrai aussi qu'il s'est livré à des pillages, comme le Rwanda. Mais il y a une différence d'attitude quand même qu'on doit observer. C'est tout de même que l'Ouganda s'est retiré à un moment donné et il n'y a pas de preuve que l'Ouganda soit revenu autrement composé pour occuper une partie du territoire congolais, sauf si on conçoit qu'il puisse le faire à travers les ADF, qui sont quand même des ressortissants ougandais, je ne pense pas. Ce sont vraiment des rebelles qui ne travaillent pas pour le gouvernement ougandais. Au contraire, ils travaillent pour le Rwanda. Ça aussi, on peut le dire. Mais il y a un autre élément, même s'il ne faut pas toujours se comparer au pire, il y a le fait que l'Ouganda a accepté d'aller devant la Cour internationale de justice, c'est-à-dire le respect de la légalité internationale, au moins pour une fois. De l'autre côté, on voit un pays comme le Rwanda qui a massacré, pas seulement les Congolais, mais aussi les réfugiés rwandais, qui a pillé et qui continue de le faire, et qui, malgré tout, a fait un pied de nez à la justice internationale, qui a refusé tout simplement de se présenter devant cette cour, comme si c'est le criminel qui devrait édicter les lois de la justice internationale. Là, il y a une différence d'attitude. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi un pays comme le Rwanda refuse-t-il? Et puis, on lui donne droit, en fait, il fait ce qu'il veut. Il refuse la légalité internationale, alors qu'il la revendique en son profit tous les jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez raison, Jean-Marie, de relever le fait qu'il y a toujours une différence d'attitude entre l'Ouganda et le Rwanda dans leur modus operandi au Congo. Et même, on peut dire sur le plan régional.
Les Ougandais sont arrivés, l'intervention ougandaise a été justifiée par des impératifs idéologiques, mais aussi économiques. Idéologique parce que Museveni avait son grand projet d'État unitaire dans cette région-là, en Afrique. Et puis, vous avez le côté économique qui fait que, bon, quand ils sont arrivés en 96, dans la première guerre, les officiers ougandais se sont rendus compte qu'ils pouvaient se faire de l'argent au Congo. Et c'est ça qui a motivé d'une certaine manière la réédition de l'opération de 96-97 après que Laurent Désiré Kabila a rompu avec eux. Du côté rwandais, il y a eu des velléités d'un autre ordre. Kagame et son armée ont toujours voulu occuper une partie du territoire congolais, quitte à le détacher de la RDC. Vous vous rappellerez qu'en 96, quand la guerre a commencé, Pasteur Bizimungu, qui jouait le rôle de sous-traitant de Kagame, s'était présenté devant les journalistes avec la carte de la région en disant qu'une partie du Kivu appartenait au Rwanda. Vous voyez, c'est un peu le débat qu'ils ont voulu porter à l'attention du public en disant que, quelque part, si nous investissons l'Est du Congo, c'est parce que cette partie du territoire nous appartient. Et le Rwanda a instrumentalisé des rwandophones qui étaient dans la région et continue encore à le faire aujourd'hui. Mais donc, quand les deux pays investissent le Congo, pour les Ougandais, il y a un côté idéologique, mais aussi et surtout économique. On se dit, on va se faire des affaires au Congo, sans nécessairement, et là je le dis, avoir l'intention de massacrer systématiquement. Il y a des gens qui ont été tués, massacrés dans le cadre de la guerre, mais du côté rwandais, on a massacré systématiquement d'abord parce qu'on voulait tuer tous les Hutus qui étaient là, et Kagame l'a dit ouvertement, que mon plus grand regret est de n'avoir pas réussi à tuer tous ces gens. Donc, on parle quand même de près d'1 million, 1,5 million personnes qui étaient là. 500 000 ont regagné le Rwanda, les autres ont été massacrés, d'autres ont fui dans d'autres pays. Plus loin encore, donc au Congo-Brazza, jusqu'au Cameroun. Donc, du côté rwandais, il y a toujours eu cette propension à la domination, ce qui n'était pas le cas du côté ougandais. Les Ougandais, c'était vraiment les affaires, et on l'a vu quand on étudie comment les Ougandais opèrent en Ituri, dans les régions sous leur contrôle. On se rend même compte qu'ils laissent beaucoup de marge de manœuvre à leurs sous-traitants congolais. Jean-Pierre Bemba en est l'exemple le plus parlant. Jean-Pierre Bemba a créé le MLC avec le soutien de l'Ouganda pour contrebalancer le RCD Goma qui était contrôlé par le Rwanda, mais totalement contrôlé par le Rwanda, et où les Congolais étaient vraiment des domestiques, des garçons de course. Alors que du côté ougandais, on avait Jean-Pierre Bemba qui était là, qui avait occupé une partie du nord-est, et puis jusqu'à l'Équateur aussi. Et donc, il avait une marge de manœuvre que les Congolais du RCD Goma n'avaient pas. Et après, il faut garder à l'esprit aussi que ces deux pays se sont affrontés par Congolais de services interposés pour contrôler des pans entiers de territoire, du côté ougandais pour des raisons économiques, du côté rwandais, raisons économiques, mais aussi raisons hégémoniques. Et donc, pour ces raisons-là, on peut comprendre pourquoi le Rwanda s'est livré aussi à un massacre systématique des gens qui étaient sous son contrôle, les Congolais, qui n'arrivaient pas à contrôler, après avoir bien entendu exterminé les Hutus, les femmes, les hommes et les enfants qui étaient là, entre 96 et 97. Donc, c'est vrai que les approches sont très, très différentes, il faut le reconnaître. Il y a un autre élément qui montre leur différence. C'est par rapport au pays qui les sous-traite en fait. Parce qu'il faut le dire, le Rwanda aujourd'hui est reconnu comme un État proxy. Il travaille pour l'Union européenne, pour la France au Mozambique, pour l'Occident en général. L'Ouganda, certainement aussi, travaille avec des intérêts et des arrière-pensées économiques. Mais je pense que le Congo peut gérer plus facilement la relation avec l'Ouganda, qui jusque-là n'a pas fait preuve de velléité de balkanisation de votre pays ou tout simplement d'occuper un territoire sans le consentement du Congo, alors que le Rwanda, s'il y avait une alliance solide avec le Congo, ce serait aussi avec, comme il l'a toujours fait, comme il l'a démontré, avec des arrière-pensées d'occuper une partie du territoire congolais qu'il considère comme un peu son espace vital. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous trouvez des rébellions pro-rwandaises dans le sud Kivu, avec le Red Tabara, avec certains groupes Maïmaï. Vous trouvez aussi dans le nord le M23, vous trouvez d'autres groupes
qui travaillent directement sur ordre de Kigali, sur financement de Kigali. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, ce n'est pas vraiment tout à fait le même comportement. Et même dans l'attitude et dans les analyses qu'on fait, ce serait injuste de traiter les deux de la même façon, avec la même sévérité. Je crois qu'il y en a un qui veut faire des affaires avec le Congo, mais sans nécessairement la volonté d'y rester. Et c'est l'Ouganda, je pense. Je veux même vous surprendre, Jean-Marie. Vous savez, parce que j'avais appris que sur l'opération conjointe entre la RDC et l'Ouganda, je l'avais appris une semaine auparavant, des sources sur place. Et je veux vous surprendre en vous disant qu'il y a des gens de la région qui sont d'accord avec ça, en Ituri. Parce qu'on se dit que le gouvernement congolais est incapable de mettre fin au massacre. En fait, la stratégie de l'Ouganda est très simple. Étendre sa zone d'influence dans une partie de l'Est congolais, notamment en Ituri, sans nécessairement occuper l'Ituri. Pour l'Ouganda, ce sont les débouchés économiques. Bien entendu, il y a un côté prédateur qu'on ne peut pas accepter en tant que Congolais. Mais faut-il reprocher à l'Ouganda de mener la politique qu'il mène à l'égard du Congo quand le Congo montre qu'il est incapable de gérer son propre territoire? C'est là aussi, c'est une autre question. Maintenant, s'agissant du Rwanda, le fait qu'il y ait ces velléités hégémoniques fait qu'on comprend sa position par rapport à la RDC. Et je suis d'accord avec vous pour dire qu'on ne peut pas traiter le Rwanda et l'Ouganda avec la même sévérité. Ce serait faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, parce que les deux pays ne procèdent pas de la même manière, n'ont pas les mêmes objectifs à l'est du Congo. Le problème du Rwanda, c'est que le Rwanda veut contrôler le Congo, faire d'une partie de la RDC, une partie de l'est congolais, sa profondeur, sa zone d'influence, pas seulement, mais surtout sa profondeur géostratégique, quitte à faire de ce territoire-là un territoire rwandais. S'il faut massacrer des populations, le Rwanda va le faire, il l'a déjà fait. C'est tout le problème que l'on a aujourd'hui avec le Rwanda. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous comprenez aussi aujourd'hui pourquoi Kagame en veut à Félix Tshisekedi en dépit de la soumission dont a fait montre Félix Tshisekedi à l'égard de Kagame et du Rwanda depuis son arrivée au pouvoir. Et moi, j'avais eu à l'époque en discuter avec des gens à la présidence, à leur dire, écoutez, vous commettez une très grave erreur parce que dans la tête de Kagame, Kagame n'a pas besoin d'alliés ou de partenaires. Kagame a besoin d'un domestique. Et Félix Tshisekedi n'a pas compris ça. Il n'a pas compris qu'au jeu de Kagame, il jouait le rôle de domestique. On attend de lui de la soumission. On n'attend pas de lui un partenariat. Donc, quand il invite l'Ouganda en RDC en tant que président d'un pays souverain, le Rwanda s'énerve et vous allez voir dans l'interview qu'il a donnée à Jeune Afrique, il dit « nous, on n'était même pas au courant ». Comme si le Congo doit aller demander de la permission au Rwanda pour discuter d'une affaire qui relève de sa souveraineté avec un autre pays souverain qui est l'Ouganda, en l'occurrence l'Ouganda dans ce cas-ci. Donc, vous comprenez dans la psychologie de Kagame dans quelle place qu'est-ce que Félix est placé. Mais ce n'est pas la faute de Kagame aussi, totalement. C'est aussi la faute de Félix Tshisekedi qui a fait le choix, qui a fait montre d'une forme de soumission à l'égard du Rwanda qui est totalement indécente. En tant que président du Congo, c'est lui qui est allé au Rwanda pour dire que les victimes congolaises de la barbarie rwandaise étaient des dommages collatéraux. On comprend à partir de ces propos pourquoi Kagame pouvait se permettre d'affirmer haut et fort, à la grande stupéfaction des journalistes de France 24 de RFI, qu'il n'y a jamais eu de crime au Congo. Qui enterre aujourd'hui le rapport Mapping? Ce sont les autorités congolaises. Donc Kagame, voyant en face de lui que Félix Tshisekedi joue le rôle qu'on attend de lui de domestique, fronce les sourcils quand le fameux domestique essaie de prendre des décisions qui, aux yeux du maître, paraissent très mal. Nous sommes dans ce genre de rapport dans la région des Grands Lacs. Je me suis rappelé, à chaque fois que il y a tous ces événements, je me rappelle toujours des propos d'une connaissance Tutsi qui m'avait dit vous savez, dans cette région, tout le monde ruse, mais votre président ne semble pas le comprendre. Il me parlait
Et je ne sais pas si je peux parler d'incompréhension, mais je pense qu'aujourd'hui, avec la dernière sortie de Kagame menaçant ouvertement la RDC, je pense qu'aujourd'hui, si les gens à Kinshasa ne retiennent pas les leçons de tout ça, alors ils ne comprendront rien. Et je ne crois pas, j'ai du mal même à croire qu'ils vont retenir les leçons parce que depuis l'intervention de Kagame, il n'y a pas eu de réaction côté congolais. C'est-à-dire que la soumission des autorités congolaises aux desiderata, aux gesticulations du Rwanda est telle qu'on se demande au final qui est le véritable président du Congo. Est-ce Tshisekedi ou Kagame? Doit-on, en fonction de cela, continuer à accuser le Rwanda d'être responsable de les responsabilités des autorités congolaises? La question reste posée. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut que les Congolais prennent aussi leurs responsabilités. Mais je suis encore une fois d'accord avec vous, Jean-Marie, pour dire que on ne peut pas traiter l'Ouganda et le Rwanda de la même manière parce que ce sont deux pays qui ont des approches très différentes par rapport à la question congolaise. Et du côté, le plus grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est avec le Rwanda encore. On en a avec l'Ouganda, mais on en a davantage avec le Rwanda. Est-ce qu'on ne risque pas de commettre une erreur d'analyse en pensant que le président Félix Tshisekedi ne comprend rien sur la relation ou les rapports qui doivent exister ou qui existent effectivement entre le Congo et le Rwanda? Parce que Kagame s'est énervé, c'était le 8 février, il a fait un discours à Kigali à l'occasion de l'appréciation de serment de deux nouveaux ministres en disant le Congo abrite les FDLR, c'est-à-dire les réfugiés rwandais armés qui sont dans le Nord Kivu, eh bien, je vais aller les chercher là pour mettre fin à l'insécurité qui menace notre pays. Et il ajoute, de toute façon, je ne demanderai de permission à personne. J'irai avec ou sans l'accord de la République démocratique du Congo. Là aussi, c'est une différence d'approche par rapport aux Ougandais qui, connaissant l'existence des ADF dans la même région, ont préféré négocier avec les autorités congolaises avant de passer la frontière, alors que l'Ouganda dit, avec ou sans l'accord de Kinshasa, j'enverrai des troupes neutraliser les FDLR. C'est une autre. Le Rwanda. C'est ça, le Rwanda qui dit, Kagame, qui dit qu'il va envoyer des troupes en RDC pour neutraliser les FDLR. C'est aussi quelque chose, comme vous le dites, d'extraordinaire de la bouche d'un président, d'un chef d'État. Mais est-ce que ce n'est pas aussi par rapport justement à la nouvelle relation entre la RDC et l'Ouganda? Kagame, peut-être serait-il inquiet des relations proches entre l'Ouganda et la RDC, même si entre Kagame et Museveni, les choses semblent, du moins d'apparence, s'arranger après la visite du fils de Museveni à Kigali. Alors, il y a un autre élément qu'il faudrait peut-être considérer aussi, c'est l'entrée de la RDC dans la communauté est-africaine, la East African Community. C'est une nouvelle donne quand même qui peut faire peur à Kagame, qui n'aime plus, qui ne veut plus de bien du tout à cette communauté. Alors, il se dit, si le Congo entre dans cette communauté, mon grand voisin risque de devenir le leader et je n'aurai plus d'emprise sur lui. Il va se fondre dans la grande communauté est-africaine avec la solidarité qui pourrait naître de cette nouvelle, disons, appartenance à cette communauté, mais aussi la SADC. Kagame risque de se retrouver tout seul, quasiment isolé géographiquement et politiquement et diplomatiquement. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur la première question, sur le fait que Félix, ou si on se trompe ou pas sur la compréhension des enjeux par Félix Tshisekedi. Moi, je crois que Félix Tshisekedi comprend un certain nombre de choses. Quand il était dans l'opposition, c'est lui qui fustigeait le Rwanda. Son parti, lui, fustigeait le Rwanda. Donc, je pense qu'il est quand même conscient de tout ce que le Rwanda a fait en RDC. Il en est très conscient. Maintenant, vous savez, l'exercice du pouvoir a ses réalités. Je le comprends aussi. Mais je pense qu'il a fait des choix. Il a fait des choix par rapport à la question rwandaise qui se retourne contre lui aujourd'hui. C'est ça la réalité.
J'ai même pitié de lui parce qu'il a voulu acheter la paix. Et comme l'avait dit Churchill, je crois, Churchill, il y a une phrase de Churchill que les gens répètent souvent, je ne me rappelle plus exactement, mais il dit vous avez voulu la... Non, il dit quoi? Vous avez voulu la paix et la soumission, vous aurez la guerre. Et, il y a en tout cas une expression qui veut dire que euh, si vous voulez, si vous vous compromettez, ne soyez pas surpris d'avoir et le contraire de ce que vous recherchez, et la soumission et l'humiliation qui vient avec. C'est ce que Churchill disait. Je pense que Félix est dans cette situation-là aujourd'hui. Si j'observe tout ce qui se passe, les propos de Kagame ont quand même été très violents pour un chef d'État. Mais ça ne me surprend pas, hein, parce que Kagame est quelqu'un de très impulsif. Kagame, c'est un peu un enfant gâté. C'est quelqu'un qui veut tout obtenir et quand il n'a rien, il commence à s'agiter inutilement. Ceux qui suivent un peu la situation dans les Grands Lacs le savent très bien. C'est un personnage assez, assez... En fait, c'est quelqu'un qui est très agité inutilement. Il n'a rien d'un diplomate, même quand il essaie de camoufler ça, ça ressort très vite, sa nature ressort très vite. Son côté violent ressort toujours. Et je pense que la leçon à tirer, c'est du côté congolais. Parce que quand on a fait les efforts que Félix a fait, quand on a fait des efforts à ce niveau, au point d'humilier sa propre population, son propre pays, se retrouver à se faire taper dessus, ou à être engueulé, ou à être fustigé, parce qu'on a pris une décision de souveraineté nationale, cela pose problème et ça pose des questions. Quel genre de relation il veut construire avec le Rwanda? Quand Kagame l'humilie de cette façon, parce que c'est une humiliation. Je veux rappeler un point important. Vous savez, quand l'état de siège a été décrété au Nord Kivu en Ituri, Kagame a été interrogé. Il l'a critiqué ouvertement, ce qui ne se fait pas sur le plan diplomatique. Il nie les crimes, les crimes qui ont été commis au Congo. Son ambassadeur à Kinshasa se permet tout et rien. Il peut injurier. Vous savez, M. Vincent Karega m'a insulté. Moi, personnellement, il a insulté Honoré Ngbanda, il a insulté Fayoulou, laissant entendre que Ngbanda et moi sommes à la base de tout ce qu'il a appelé le théorie farfelue sur la balkanisation, tout ce que l'on veut. Il est dans son rôle. Mais quand il le fait, que fait Kinshasa? Que fait le ministère des Affaires étrangères? Qui dirige la RDC aujourd'hui? C'est le Rwanda, à travers Tshisekedi, ou c'est Tshisekedi? Même s'il y a des insuffisances criantes sur le plan intellectuel, excusez-moi de le dire. On en est là. Maintenant, quant à la seconde partie de votre question sur l'entrée de la RDC dans la communauté des États d'Afrique de l'Est, moi je pense que pour le Rwanda, ça ne change rien. Au contraire, ça lui permet peut-être de déployer toute sa stratégie à l'est du Congo, puisque quand le Congo intègre cette partie de l'Afrique, c'est beaucoup plus l'est du Congo qui se tourne vers cette partie, avec laquelle le Kivu fait déjà affaire. Une partie de l'est, de la partie orientale du Congo fait déjà affaire, il faut le dire. Donc, à l'origine, souvenez-vous bien, Jean-Marie, quand l'idée est arrivée, Kagame l'avait parrainé, il était encore à la tête de l'Union africaine. Ça faisait son affaire. Le problème du Rwanda n'est pas de voir le RDC intégrer la communauté des États d'Afrique de l'Est. Le problème de Kagame, c'est d'avoir un Congo que lui ne peut contrôler. Parce que si le Congo intègre la partie est, la communauté des États d'Afrique de l'Est, et a une politique souveraine qui est tournée vers les intérêts du peuple congolais, ça sera un problème pour Kagame. Parce qu'à l'origine, cette intégration faisait la part belle à Kagame parce que Kagame se disait ben, je peux profiter de cette intégration pour étendre mon influence dans la partie Est, pour écouler des produits et pour contrôler les ressources de cette partie. Parce que ces ressources-là, sur le plan minéral, c'est déjà fait. Le Rwanda contrôle une partie des minerais du Congo qui sortent par le Rwanda, estampillés Made in Rwanda, et puis ça va ailleurs. Donc, il y a déjà une réalité des faits là. Maintenant, cette intégration allait juste permettre de légaliser davantage un système de prédation qui est en place et qui a reçu l'assentiment d'une certaine manière de Kinshasa. Vous comprenez? Donc, le problème, c'est que tant qu'il y aura
à Kinshasa des hommes et des femmes qui vont faire le choix de la soumission, qui vont avoir une vision court-termiste des relations avec le Rwanda ou même des relations internationales, nous aurons toujours les mêmes problèmes. On ne peut pas reprocher aux autres de nous voler avec notre propre sentiment. Nous pouvons nous reprocher de ne pas faire ce que la population attend de nous. En fait, c'est comme dans une maison. Un père de famille, sa femme va le reprocher de ne pas protéger la maison. La femme peut se plaindre du vol, peut se plaindre du braquage, mais il va reprocher à l'homme de la maison de ne pas jouer son rôle de protecteur. Et nous sommes dans cette configuration-là. Félix Tshisekedi ne protège pas le Congo, ne protège pas les Congolais, ne protège pas les ressources du Congo, simplement parce qu'il a fait le choix d'être, sans le vouloir peut-être, le sous-traitant ou le domestique de Kagame, dans l'entendement de Kagame, bien sûr, parce que ça, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit. Si Félix Tshisekedi pensait trouver en Kagame un ami, je pense qu'avec les derniers événements, il se rend compte qu'il a en face de lui quelqu'un qui attend de lui une seule chose, c'est la soumission, qu'il baisse sa tête pour que le maître parle. S'il ne comprend pas ça, ce sera malheureux pour lui. Que le Rwanda affirme haut et fort qu'il va aller en RDC chercher les FDLR sans l'autorisation des Congolais, ce n'est pas seulement un propos peu courtois sur le plan diplomatique, c'est une insulte à la RDC et à sa population. Et il faut minimalement une réaction du côté congolais. Et je veux finir par cet argument sécuritaire qui est souvent brandé par le Rwanda. Je rappelle qu'en 1996, c'est le même argument que Kigali avait utilisé pour envahir le Zaïre. Et c'est justement à cause de cela, et je ne sais pas si vous l'avez vu, que j'avais réagi au film de Thierry Michel, L'Empire du silence, dans lequel le réalisateur belge utilise l'argument de Kagame pour justifier pour expliquer ce qui s'est passé par la suite. Et moi, je dis non. On a aujourd'hui assez de recul, on a assez d'éléments pour prouver, hors de tout doute, que l'argument sécuritaire qu'utilise Kagame ne tient pas la route et ne résiste pas à la force des faits et de la vérité. Ce que Kagame fait, c'est une stratégie que Pierre Koneza a bien décrit dans son livre « La fabrication de l'ennemi ». On a besoin d'un ennemi, fut-il imaginaire, pour justifier des actions militaires contre des États ou contre des zones qu'on veut investir sur le plan militaire. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Merci d'avoir montré l'importance en fait du contrôle des autorités congolaises sur leur territoire. Effectivement, l'appartenance à l'East African Community, alors que la partie est de la République n'est pas contrôlée par les autorités congolaises, alors que le Congo n'exerce pas toute sa souveraineté sur les deux Kivu, et même sur l'Ituri et sur une autre partie de la République, c'est livrer le Congo à d'autres forces externes qui pourraient en profiter aux dépens de la République démocratique du Congo. Ça, c'est vraiment une analyse que je partage largement pour que le Congo profite de cette adhésion à l'East African Community. Il faut absolument que Kinshasa s'investisse militairement, c'est-à-dire qu'il contrôle le territoire et qu'il renforce ses relations avec les autres pays de la région, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, la Tanzanie et les autres. Parce qu'avec le Rwanda, après la sortie de Kagame du 8 février, les choses sont mal engagées. Patrick Beko, je vous laisse dire le mot de la fin pour clôturer notre émission. Et en tout cas, je vous remercie déjà pour cet éclairage que vous nous avez apporté. En tout cas, je veux juste vous remercier de m'avoir invité. J'espère que vos web spectateurs vont suivre avec intérêt cet entretien. Merci beaucoup et bon week-end et à très bientôt, Patrick Beko. Au plaisir, Jean-Marie. Allez. Les habitants de mon pays ont désespérément besoin de la paix. Mais comment construire la paix sur des fausses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix
sans justice ni réparation.